Yann, vous êtes havrais? Depuis 2005, mais fier de l'être. Ouais. D'adoption, bon. Et il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans un port. Effectivement. Nous sommes même dans les docks et une ancienne salle de basket. On ne va pas parler de basket. Je préférerais qu'on reste sur cette figure du port. Ouais. En quoi est-ce qu'elle est vraiment centrale dans la définition de cette nouvelle économie circulaire que François-Michel Lambert vient de nous présenter? Alors, avant toute chose, je suis désolé, je suis obligé de repartir 3500 ans en arrière à peu près. Il faudra faire des ellipses. Hein. Voilà, on va aller très court, hein, on parle de 2030, 2050. Un port, c'est avant tout une rupture physique, naturelle, entre deux espaces, un espace marchand fluide, la mer, un espace marchand terrien, et je dis bien terrien et pas terrestre, avec des mentalités qui sont parfois pas tout à fait alignées comme on les connaît aujourd'hui. Donc il y a 3500 ans, l'espace marchand est ouvert parce qu'on est parti sur les mers pour plus échanger, pour être plus profitable aussi. Et donc le port est un espace de rupture naturelle, d'abord, avant toute chose, un espace de rupture physique entre deux écosystèmes, entre deux, je dirais, mentalités, et c'est devenu au fur et à mesure, finalement, rappelez-vous que la plupart de nos grandes villes restent côtières et qu'elles ont été créées par l'opportunité marchande et commerciale de faire cette rupture d'un produit qui vient de loin. Ah, le micro. Attendez, j'arrête de bouger, ça va pas être facile. Hein. Donc un espace de rupture finalement avec des produits parfois exotiques, parfois pas très exotiques. Parfois dans le micro, je pense que ce sera plus simple. Ça va être mieux. Parfois dans le micro, ça va être mieux. Et donc de cet espace naturellement, je dirais, en rupture physique et géographique, est devenu un espace de transformation, un espace d'opportunité qui a mûri au cours de 3500 dernières années. Et donc effectivement aujourd'hui dans la réflexion prospective de l'économie circulaire d'aujourd'hui et de demain, l'écosystème portuaire est particulièrement, je dirais, choyé, on va le dire comme ça, parce qu'au-delà de la marchandise et de l'opportunité de transformer de la marchandise, le port reste un espace de transit, un espace aussi hyper attractif, entre guillemets, pour les talents, on le sait très bien, hein, culturellement, les villes portuaires se démarquent aussi par cette spécificité, ce particularisme portuaire. Décidément, ça va, ça marche, ouais. Donc, effectivement, les ports ont façonné nos villes, ont façonné nos territoires, ont façonné aussi nos espaces économiques. Rappelez-vous que finalement, avec le début du pétrole, s'est créé ce qu'on appelle des zones industrielles-portuaires qui étaient là. Pourquoi? Parce que économiquement, écologiquement, déjà à l'époque, il était beaucoup plus simple de transformer du pétrole brut à proximité de la rupture. En conséquence de quoi? Les zones industrielles-portuaires que aujourd'hui on a tendance peut-être à bouder au niveau esthétique ont quand même naturellement fécondé des territoires, naturellement fécondé aussi une économie de production, de transformation, de distribution et de consommation. Donc ça, finalement, aujourd'hui, c'est pas facile de le dire parce qu'effectivement, c'est une économie peut-être d'hier et on est en train d'aujourd'hui de parler de l'économie de demain. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta première question. Si je prolonge un petit peu la continuité de ce que j'essaie d'expliquer sur 3500 ans, c'est qu'aujourd'hui, on fermente aussi tout un savoir et un savoir-faire qui se cristallise dans des espaces portuaires, autour de clusters, autour de dynamiques transverses, interdisciplinaires. Et donc, c'est véritablement, sachant que, au regard de la première présentation qui a eu lieu sur le monde de 2030-2050, où finalement, on va quasiment tous être urbains et de plus en plus urbains côtiers, alors l'opportunité est là. L'écosystème et l'environnement écosystémique d'un port est un terreau particulièrement favorable pour inventer l'économie de demain. Alors, peut-être un danger à pointer. Joseph Stiglitz, auparavant, montrait effectivement que quand on avait laissé un petit peu trop le marché faire absolument ce qu'il voulait et qu'on ne mettait pas de règles, ça pouvait amener des conséquences désastreuses. Or, aujourd'hui, les grandes mutations qui sont à l'œuvre en matière de circularité dans l'économie des ports, elles sont complètement dictées par le marché. C'est-à-dire, elles sont complètement dictées par les habitudes de consommation. Si demain, tous les Chinois veulent manger du thon rouge, on risque d'avoir des problèmes écologiques extrêmement sérieux. Alors, on ne peut pas se cacher derrière la réalité. Le port est un formidable outil d'opportunité, effectivement, dans une économie qui, encore aujourd'hui, en 2013, est basée sur l'échange. Sur, je dirais, la plus-value générée par un échange. Alors, ça paraît complètement
je dirais même, excusez-moi du terme, mais crétin d'aller produire un t-shirt à 4000 km à l'intérieur de la Chine pour pouvoir le consommer à 4000 km à l'intérieur de l'Europe. Mais aujourd'hui, l'économie est ainsi faite. L'économie maritime et portuaire a profité de cette délocalisation massive sur un espace qui est en plus, c'était très bien pour nous au niveau maritimiste, très très éloigné des zones de consommation finale que sont l'Amérique du Nord et l'Europe. Effectivement, aujourd'hui, les opportunités de l'économie circulaire ne sont pas encore nécessairement visibles dans un monde extrêmement libéral où le marché de l'offre et de la demande dicte la manière dont les flux s'échangent à l'échelle de la planète et, par voie de conséquence, sur la manière dont les ports s'adaptent pour pouvoir capter une partie, la partie la plus importante de ces valeurs et de ces volumes. Sauf que on sait que ça ne va pas durer très très longtemps. Du moins, on a une intime conviction que ça devrait commencer à freiner parce qu'il va y avoir des processus de re-régionalisation, de réappropriation industrielle et manufacturière à plus proche, je dirais, distance du point final de consommation. Et donc aujourd'hui, il y a une véritable opportunité à saisir où l'audace, le député maire du Havre a parlé d'audace tout à l'heure, l'audace, l'innovation et l'entrepreneuriat, je pense, c'est mon humble avis, trouverait un terreau parfait dans un écosystème portuaire, notamment celui évidemment du Havre, de Rouen et de Paris, dans le contexte de l'intégration d'Aropa. Alors, on va en dire un mot dans un instant, effectivement, des avantages du port du Havre. Peut-être est-ce que vous pouvez commenter ce que François-Michel Lambert a dit rapidement sur le port de Rotterdam. En quoi est-ce qu'effectivement il faut aller regarder ce qui se passe aux Pays-Bas en matière d'économie circulaire quand on est une ville portuaire, et en quoi ce qu'ils ont fait en intégrant la circularité dans leur agenda 2030, c'est particulièrement intelligent? Alors, on ne va surtout pas se flageller aujourd'hui, c'est vraiment pas le moment. Simplement que les Rotterdamois, tout comme les ports de la Hanse, je dirais du nord de l'Europe, ont une culture de la prospective et une culture de la projection dans l'innovation qui finalement, en termes de maritimiste et de portuaire, vous savez très bien que l'économie française est une économie extrêmement terrienne, et donc finalement, alors qu'à contrario, je ne sais plus combien de pourcentage du PIB des Pays-Bas dépendent naturellement du port de Rotterdam. Effectivement, ils ont cette culture de la prospective, ils ont cette culture de la stratégie et de la projection en avant que nous n'avons pas encore nécessairement forgé dans nos cultures francophones et peut-être même françaises. Aujourd'hui, il faut quand même le dire, tout ça n'est qu'innovation, tout ça n'est qu'audace. Aujourd'hui, le port de Rotterdam fait des annonces dans un plan stratégique 2030, sachant que ça fait 30 ans qu'ils font de la stratégie et de la prospective. Simplement pour rappeler les choses, aujourd'hui, Aropa, le regroupement en groupement d'intérêt économique du Havre, de Rouen et de Paris, se projette, et on était vendredi dernier avec la quintessence du monde maritime mondial pour réfléchir sur la manière dont Aropa 2030 doit inventer, et pas copier, doit inventer en prenant les 250 km de l'axe Seine, les 12 millions de consommateurs franciliens, mais aussi l'Ouest européen, comme le creuset, comme le laboratoire vivant de nos nouvelles expériences portuaires. Donc effectivement, il ne faut pas le cacher, Rotterdam est en avance sur nous dans cet exercice de style qui n'était qu'un exercice de communication il y a encore 1 ou 2 décennies, qui aujourd'hui, je pense, est la base certainement de création de valeur ajoutée. Et je rebondis aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur une manière de calculer différemment la valeur que l'on fait passer à travers un port. Aujourd'hui, le référent est la tonne métrique ou le conteneur. Est-ce que demain, ce sera la valeur ajoutée générée sur la marchandise, la valeur ajoutée circulaire par rapport à l'énergie que l'on pourrait rendre au moment où on traite un navire qui rentrerait dans un port français et a fortiori le port du Havre? C'est aussi tout un champ expérimental de recherche qu'il est à développer, et bien évidemment on dira que l'axe Seine est plutôt bien placé. Alors justement, on va développer un petit peu ça. Vous nous dites, pour l'instant Rotterdam, ça n'est que de l'audace, c'est déjà pas mal. Danton a fait toute sa carrière là-dessus. Bon, il n'a pas très très bien fini, mais avant ça allait plutôt pas mal. Parlons du port du Havre, qui était tout à l'heure loué par Édouard Philippe, le maire, qui disait après tout, c'est une ville de renaissance, créée par François Ier, et il pourrait y avoir à nouveau une seconde renaissance du XXIe siècle au Havre, autour du port. Est-ce que vous pouvez faire visualiser pour la salle très concrètement
en quoi le port du Havre va être un lieu d'avant-garde d'économie circulaire, c'est-à-dire quelles matières vont arriver, être retraitées et comment effectivement ce sera, enfin faites-nous un peu visualiser ce qui va se passer. Alors finalement aujourd'hui on est encore dans un format très prospectif. La première des choses, elle est peut-être même organisationnelle, sous le plan de la gouvernance. On a réussi une chose, vous n'êtes certainement pas, je dirais, sensible à cette véritable révolution qui a été faite il y a un peu plus de 18 mois, c'est que 3 autorités portuaires dans le millefeuille administratif et jacobin français ont réussi à ne pas fusionner, mais bien à collaborer sous une étiquette unique qui s'appelle AROPA. C'est déjà, je peux vous assurer que c'est déjà une forme d'innovation et d'audace que beaucoup nous envient, parce qu'on a réussi à fédérer 3 entités qui sont quand même très ancrées sur leurs territoires locaux et régionaux, dans une vision prospective de corridors concurrentiels de 1 ou 2 autres corridors ouest européens, pour se connecter aux économies chinoises, américaines, mais aussi des économies de demain, que sont les BRICS, le Brésil, le continent africain dans son grand ensemble et non pas simplement l'Afrique du Sud. Donc AROPA a déjà cette projection en termes de gouvernance, et Dieu sait que ce n'est pas simple de réformer des appareils institutionnellement très ancrés dans les territoires. Donc ça, c'est une première forme déjà, je pense. Alors on est peut-être encore loin du processus technologique ou scientifique de l'économie circulaire par rapport aux produits, mais c'est déjà une première chose. La deuxième que je voudrais mentionner, c'est l'héritage. L'héritage du savoir-faire industriel, du savoir-faire industrialo-portuaire de la place tant havraise que rouennaise et même que parisienne, par la gestion de ces territoires le long de l'axe séquanien et de ses affluents. On a une capitalisation du savoir. On a une capitalisation à transgresser, je dirais aujourd'hui, d'un mode que l'on connaît vers un mode où on va se projeter. Il faut que l'on mette en musique la R&D, la recherche et le développement, grâce aux outils que l'on connaît comme Novalog, le CRIT, même ma fondation, la Fondation C'est Facile, travaille aussi à inventer les modèles de demain. Donc il faut que l'on mette en musique cette capacité de l'industrie, de l'industriel, à trouver des opportunités, à créer de nouvelles valeurs sur de nouveaux schémas, en profitant de la rupture de charge nécessaire et indispensable dans un port, avec un environnement, un écosystème administrativement nouvellement généré par AROPA, mais aussi avec le pôle de Cergy-Pontoise, les universités, les laboratoires, l'ISEL qui est juste à côté, les centres de recherche en termes d'ingénierie, les mathématiciens, les informaticiens. Tous ces gens-là doivent travailler de concert pour inventer. Et effectivement, l'économie circulaire de l'axe Seine, la projection géographique de l'axe Seine est intéressante à exploiter dans ce contexte. Dernier élément, on est quand même sur une zone industrielle-portuaire qui génère de l'énergie, qui consomme de l'énergie. Or, l'enjeu de l'économie circulaire d'aujourd'hui et certainement de demain, ça va être de produire ou de générer plus d'énergie que d'en consommer. Donc effectivement, il y a des nouveaux modèles, je pense qu'on va avoir plein d'exemples après, de cette transformation ou cette capacité industrielle et d'innovation sur les territoires déjà investis. Donc on n'a pas besoin on a besoin d'inventer quelque chose de nouveau, mais on a déjà tous les éléments en place. Il suffit simplement de trouver le chef d'orchestre en espérant qu'AROPA le soit. Et avant de conclure par un petit peu de prospective, peut-être nous donner un ou deux exemples précis, une ou deux illustrations de effectivement ce qui pourrait se tramer comme nouvelle industrie au Havre. Comment est-ce que la physionomie du port du Havre va changer ? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura désormais des usines à coller au port ? Vous avez des formidables travaux, notamment des ateliers Grimbach, sur la vision futuriste de villages, d'écosystèmes modelés en villages, où finalement la consommation d'énergie d'une industrie sera transformée et vectorisée vers une autre industrie qui n'a parfois rien à voir avec la première citée, dans une vision systémique. Aujourd'hui, on sait que par exemple, vous avez du recyclage d'huile usagée sur le port du Havre. Est-ce que c'est par hasard qu'ils sont à proximité des infrastructures portuaires du Havre ? Je ne le pense pas. Nous avons aussi des recyclages de plastique usagé qui trouvent aussi une complémentarité entre l'opportunité de recycler du plastique usagé
je dirais, hélas, généré localement, régionalement, nationalement à une échelle locale, mais aussi l'opportunité de l'exporter vers d'autres zones de transformation, parce qu'aujourd'hui l'économie maritime est ainsi faite. Vous avez une opportunité d'exporter aussi des matières à recycler ailleurs pour le... Hélas, au niveau circulaire, ça ne marche peut-être pas parce que ça génère énormément de kilomètres maritimes, mais au moins ces produits ne sont pas complètement des déchets, ce sont bien des déchets qui redeviennent, qui retrouvent une vie. Donc il y a quand même énormément de bons signes, entre guillemets, qui permettent de croire qu'on est peut-être un tout petit peu mieux positionné dans des environnements portuaires qui resteront de toute façon des liens essentiels dans des chaînes de valeur et des chaînes d'échange. Mon prédécesseur disait qu'il fallait que ça bouge, il fallait que ça se recycle. Le recyclage doit se penser à une échelle planétaire. Au moment juste avant la crise financière de 2008, la tonne de métal, la tonne d'acier était tellement haute au niveau du marché que vous aviez des opportunités de marché qui se sont créées. Alors je sais que c'est un tout petit peu tiré par les cheveux au niveau circulaire, mais la scrap de métal, les résidus de métal ont rempli des conteneurs vides à destination de la Chine en provenance de l'Afrique. Un trade qui n'existe absolument pas, qui n'a pas je dirais, de ferment économique tenable. Mais les conditions de marché ont permis de recycler des centaines de milliers de tonnes de résidus, de déchets, pour une nouvelle vie dans l'économie chinoise. Même chose avec les chiffons sales qui ont rempli des conteneurs à destination des usines textiles chinoises. Donc effectivement, je tire un petit peu la ficelle, mais je sais que dans l'économie que l'on expérimente aujourd'hui et qui fait le succès du port du Havre et d'Aropa, et l'économie circulaire qui doit être portée, il y a des phases transitoires et on voit que c'est l'économie du marché maritime aujourd'hui qui pousse à peut-être trouver dans l'environnement une opportunité, ou trouver dans l'opportunité du recyclage et de l'économie industrielle une forme d'opportunité économique. On va conclure ce voyage dans le temps autour des ports. On a commencé 3500 ans en arrière. On va essayer de faire le même exercice que Virginie Resson ce matin, mais en infiniment plus condensé, en allant en 2030, voire peut-être en 2050, ce qui paraît être une échelle de temps plus plausible pour parler des ports. Est-ce qu'on va avoir pardon, le mot est un peu pompeux, mais est-ce qu'on va avoir des basculements géostratégiques? Est-ce que le centre de domination portuaire mondiale va se déplacer irrémédiablement vers la Chine? Alors, on l'a déjà constaté, hein, par le déclassement mondial de nos ports européens au profit des ports chinois. Les Chinois ont complètement construit l'économie d'aujourd'hui sur un mode extraverti, donc d'exportation massive de produits manufacturés qui ont donc généré l'importation massive de matières premières. Donc tous les plus grands ports du monde sont chinois. Et ils le seront encore pendant un certain temps parce qu'il faut qu'on invente nous-mêmes nos propres révolutions technologiques, nos propres audaces scientifiques pour pouvoir relocaliser de manière qualitative certains services, certaines industries et certaines je dirais, certaines productions manufacturières. Donc aujourd'hui, on est persuadé que de toute façon, le monde sera de plus en plus sino-centré, si ce n'est est-asiatico-centré, avec 2 ou 3 interrogations. C'est les fameux 800 millions de consommateurs domestiques chinois qui pourraient changer aussi la manière dont vont circuler les marchandises à l'échelle planétaire. Et vous savez, j'entends trop souvent dire « Oh, la Chine, ça pollue, ça consomme, ça fait n'importe quoi ». Moi, j'enseigne depuis plusieurs années en Chine et je vois progressivement une nouvelle génération qui sait très bien que finalement, l'opportunité de devenir plus riche en Chine passe certainement par nourrir mieux, plus correctement et de manière beaucoup plus écologiquement responsable les 800 millions de consommateurs qui sont à leur porte, au-delà de la frange côtière des 300 km, jusqu'à la grande ville de Chongqing, qui fait 120 millions d'habitants sur un cercle de 100 km, sur un radius de 100 km, qui est un formidable marché de consommation à prendre. Et les Chinois ont cette relation au temps qui est assez particulière, c'est que dans des plans quinquennaux, ils vous inventent le monde de demain. Et déjà dans le plan quinquennal qui a été relâché par le gouvernement chinois il n'y a pas très longtemps, l'environnement, la recherche et le développement et l'innovation au service de l'économie domestique est clairement affiché comme une des priorités du plan quinquennal. Je pense que ça pourra aussi faire évoluer notre propre
positionnement vis-à-vis de cette économie circulaire, transformer la contrainte en une opportunité et ne surtout pas continuer d'être tributaire de flux qui viennent de beaucoup trop loin, alors qu'on a tous les moyens de la faire dans l'axe Seine. Ben, merci beaucoup. C'est une conclusion, ça. C'est une conclusion, c'est limpide. Et donc, on comprend que l'avenir repasse par le plan quinquennal. Je pense qu'il y a certains économistes que ça interrogera, mais voilà. Merci infiniment, Yann. Et à très bientôt. Restez avec nous au Havre pour les échanges, puisque vous êtes havrais d'adoption. Avant de passer au...